et bienvenue dans cette réunion avant-moisson virtuelle autour de tomates à dire qu'on a le plaisir d'accueillir chez Agora en tant que nouveau responsable céréales, de vous présenter les perspectives du marché de cette nouvelle campagne à venir. Bonjour à tous. Donc, ce qu'il faut avoir en tête dans le contexte des marchés actuels, c'est que les opérateurs ont beaucoup de difficultés à appréhender la demande sur le long terme du fait de la crise du coronavirus. De ce fait, le marché reste concentré sur la météo, sur les perspectives de production, sur les conditions climatiques pour la campagne prochaine, sans vraiment que le marché prenne une réelle tendance au niveau des cours. La preuve en est, c'est que depuis quelques semaines, le marché évolue à peu près toujours dans les mêmes niveaux de prix, 190 natifs sur l'échéance septembre, en évoluant au gré de l'amélioration des conditions météo en mer Noire, des inquiétudes qui sont toujours présentes en Europe et des perspectives de semis de maïs aux États-Unis qui avancent plutôt dans de bonnes conditions. Donc, pour commencer cette présentation, on va faire ensemble un peu le tour des conditions météo et des conditions des cultures sur les principales zones de production, à commencer par les États-Unis. Donc, les États-Unis, vous voyez en jaune, les plaines américaines souffrent un petit peu du déficit hydrique, notamment sur les blés d'hiver, dont la production américaine est légèrement revue en baisse. Mais par contre, ces conditions météo ont été plutôt favorables à une forte avancée des semis de maïs aux États-Unis, semis qui sont plutôt annoncés en hausse, avec une production en hausse, ce qui a plutôt été perçu par le marché comme un élément baissier ces derniers jours, faisant reculer un petit peu les cours. Côté Europe, la situation est toujours très sèche, à part l'Espagne qui sort un peu son épingle du jeu. On attend quand même une production en Europe largement en recul par rapport à la production de l'année dernière. En mer Noire, l'Ukraine souffre également du sec, même si l'Ukraine comme la Russie, les conditions se sont légèrement améliorées ces dernières semaines, ces pays ont été traversés par quelques précipitations, qui est venu détendre un petit peu le marché et les prix, mais la production ukrainienne est attendue en recul, et la Russie reste toujours très hétérogène, entre un potentiel déblai dans le sud qui reste très dégradé, et des conditions climatiques dans le nord qui sont plutôt favorables à l'implantation des blés de printemps. Et donc on le verra un peu plus en détail après, mais globalement, certains opérateurs pensent que la hausse des surfaces en Russie et notamment sur les blés d'hiver et les bonnes conditions des blés de printemps compensent un petit peu le déficit dans le sud du pays. Parlons un petit peu de l'hémisphère sud, important. Bon, on est encore très loin des récoltes par rapport à l'hémisphère nord, mais l'Argentine comme l'Australie bénéficient plutôt de conditions plutôt favorables sur les cultures d'hiver, avec des perspectives de semis et de production qui sont en hausse. Je voulais vous montrer, ou du moins faire ensemble un point un peu plus précis sur la situation en Russie, car globalement, c'est certainement la production russe qui fera certainement les cours pour la campagne prochaine, en fonction des niveaux de production. Donc, ce que je voulais surtout illustrer avec vous, c'est qu'il faut bien avoir en tête que les principales zones de production de blé d'hiver en Russie se trouvent au sud, notamment dans le district sud, qui représente à peu près 83% de la production de blé d'hiver en Russie. Et c'est cette zone en Russie qui a été le plus touchée par la sécheresse et par le déficit hydrique. Je vous ai mis un petit graphique qui illustre clairement. Vous avez une droite qui montre la normale des précipitations depuis 180 jours. Donc c'est clairement depuis décembre jusque juin. Et donc on voit clairement que le cumul des précipitations depuis le mois de décembre est largement inférieur par rapport au normal de précipitations. Donc on a clairement un potentiel des blés d'hiver sur le sud de la Russie qui est dégradé. Et la météo en Russie, globalement, reste à surveiller parce que dans les 7 jours, ou du moins dans la semaine à venir, on a des fortes températures qui sont annoncées, avec des températures autour, voire supérieures aux 30 degrés, qui risquent peut-être de encore entamer le potentiel de production sur des blés qui sont en fin de cycle. Donc la situation en Russie est à surveiller de très près, et globalement certains opérateurs pensent que les conditions des blés de printemps plus la hausse des surfaces compensent le déficit dans le sud du pays. Mais par contre, d'un autre côté, certains opérateurs, notamment en regardant un petit peu les derniers appels d'offres de l'Égypte qui sont ressortis un petit peu au marché dernièrement et notamment aujourd'hui, on voit que les offres en mer Noire étaient assez limitées avec des primes de risque assez importantes
qui laisse peut-être traduire qu'il y aura réellement un problème d'approvisionnement dès le début de la campagne sur le sud du pays, car les premiers blés en Russie qui sont chargés à l'export sont les blés du sud du pays. En Europe, pour faire le point également un peu plus précisément, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la situation de sécheresse est toujours présente. Et ce ne concerne pas que la France. On a l'Allemagne qui est également aussi fortement impactée et les Royaumes-Unis, notamment l'Angleterre, qui a eu des conditions assez compliquées également d'implantation des blés d'hiver. Donc la production européenne est largement attendue en recul, mais ces conditions très sèches en Europe impactent également les conditions des cultures de printemps, notamment en orge et en pois. Donc pour faire ensemble un peu le tour des potentiels de production. Donc ici, je vous ai illustré les perspectives de production chez les 8 principaux pays exportateurs. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la production aux États-Unis est attendue autour de 50-51 millions de tonnes. Donc une production en recul d'1,5 million de tonnes. Le Canada profite de hausse de surface en blé. Donc la production est attendue autour des 34 millions de tonnes, soit une hausse de 1,6 million de tonnes. Toujours dans l'hémisphère nord, la Russie. La Russie, le consensus est plutôt, pour l'instant, autour des 77 millions de tonnes, même si certains analystes, ou du moins les différentes estimations qui sont ressorties dans le marché, restent assez hétérogènes. Certains opérateurs sont encore proches des 80 millions de tonnes et d'autres sont bien en dessous des 77 millions de tonnes. L'Ukraine, elle, est attendue en recul à 26,5 millions de tonnes, soit 2,5 millions de tonnes en moins. Le Kazakhstan, lui, bénéficie de bonnes conditions cette année, avec une production attendue à 13,5 millions de tonnes, soit 2 millions de tonnes de plus que l'année dernière. Côté hémisphère sud, donc l'Argentine progresse un peu, avec une hausse des surfaces en perspective, malgré la hausse des taxes à l'export sur les blés, soit une production à peu près d'1,5 million de tonnes. Et c'est l'Australie cette année, qui revient de loin par rapport aux sécheresses qu'ils ont eues depuis un certain temps. La production australienne est attendue à 24 millions de tonnes, soit une hausse de production de près de 8 millions de tonnes. Concernant l'Europe, ce qui nous concerne un peu plus, donc l'Europe, ça reste la zone qui est le plus fortement touchée par le déficit hydrique et par le recul de la production de blé. Donc la production européenne est attendue autour des 143 millions de tonnes. Ce sont les chiffres de l'USDA du mois de mai. L'USDA qui va ressortir des chiffres demain. Donc je ne serais pas surpris que ces estimations de production soient revues largement en baisse. Donc une production attendue en Europe entre 143 et 140 millions de tonnes, ce qui projetterait une production en recul de moins 12 à moins 15 millions de tonnes, ce qui reste assez conséquent. La France, pour parler un peu de nous, la production française est attendue entre 32 et 33 millions de tonnes pour le moment, contre un peu plus de 39 millions de tonnes l'année dernière. Ce qui aurait pour conséquence d'avoir un recul de la production d'entre 6 et 7 millions de tonnes et un recul du besoin d'export vers pays tiers entre 8 et 9 millions de tonnes. À savoir que l'année dernière, on a exporté un peu plus de 13 millions de tonnes, enfin du moins la campagne n'est pas terminée, on va dépasser les 13 millions de tonnes d'export pays tiers au départ de la France, qui était assez conséquent. L'année prochaine, on aura un besoin certainement d'export bien réduit, autour des 8-9 millions de tonnes, ce qui permettra certainement d'avoir une pression moisson beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été l'année dernière ou sur d'autres campagnes. Pour illustrer les stocks chez les principaux pays exportateurs, ce qu'on peut voir, c'est que malgré le retour de la production de l'hémisphère sud, notamment de l'Australie, et d'une hausse des perspectives de production en Russie, on n'a pas une réelle reconstitution des stocks chez les principaux pays exportateurs, et on a clairement des stocks qui sont relativement bas sur la fin de campagne 2019-2020, car on a bénéficié d'une très bonne dynamique à l'export, notamment au départ des ports français, ce qui laisse malgré tout une situation relativement assez fragile chez certains principaux pays exportateurs en termes de stock. Quand on regarde un peu le disponible exportable en Europe, donc le disponible exportable, pardon, pas en Europe mais au niveau mondial, le disponible exportable, pour être transparent avec vous, c'est le stock entrée, donc le stock en fin de campagne dernière, plus la production à venir. On voit clairement que c'est en Europe que le recul du disponible exportable est le plus important, avec presque moins 11 millions de tonnes de disponible exportable en moins par rapport à l'année dernière. Et on voit que ce disponible exportable, chez les principaux pays exportateurs, il reste relativement déséquilibré, car il est compensé
principalement par une hausse de la production en Russie et une hausse de la production en Australie, ce qui risque de créer peut-être un déséquilibre en début de campagne, car les productions australiennes ne vont pas arriver tout de suite sur le marché, et de ce fait, peut-être une pression récolte un peu moins importante que d'habitude, ou du moins que la campagne précédente. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si la situation en blé peut paraître un petit peu critique ou un petit peu tendue, c'est que le bilan en maïs, qui est annoncé très lourd, vient contrebalancer un petit peu cette situation. Le bilan mondial, donc ici, qui illustre un bilan monde sans la Chine, est relativement lourd. On voit clairement qu'on a une réelle reconstitution des stocks en fin de campagne 2020. On a une forte hausse de production qui est annoncée, une consommation qui augmente un petit peu ou qui reste plutôt confiante malgré les problématiques sur la production d'éthanol à partir du maïs, et notamment le bilan en maïs. Mon niveau monde, il est lourd de par le bilan américain. Les États-Unis ont des perspectives de maïs qui sont annoncées fortement en hausse. Ils ont des stocks de maïs assez importants, et d'autant plus que la situation maïs a été fortement impactée par la baisse de la production d'éthanol du fait de la crise du coronavirus, qui a alourdi les stocks en fin de campagne 2018-2019, donc augmentant globalement l'offre pour la campagne prochaine, et que globalement l'écart entre le prix du maïs et le prix du blé cette année devra être très important. Il l'est déjà. Très important afin de rationner la demande en blé chez les fabricants d'aliments, et que cet écart qui est déjà important et ce bilan très lourd en maïs vient limiter les potentiels de hausse sur les cours du blé. Le bilan blé, comme je vous ai dit, qui peut paraître un petit peu tendu cette année, est également contrebalancé par un bilan en orge relativement lourd au niveau mondial, avec des disponibilités en orge relativement importantes en Europe. En France, si on veut parler un petit peu plus du contexte de l'orge de printemps, on a des surfaces qui sont annoncées, qui sont records, avec à peu près plus de 700 000 hectares d'orge de printemps, des stocks importants, un marché intérieur qui reste saturé par l'offre, mais aussi par une filière de l'orge de brasserie qui reste fortement impactée par la crise du coronavirus. Il faut savoir que la fermeture des restaurants, la fermeture des bars a fortement impacté la consommation de bière en France et en Europe, et de ce fait, la consommation de malt et de ce fait les perspectives de consommation d'orge de printemps, et que cette année, la situation lourde en France devra batailler avec une situation d'Europe qui l'est également. L'Angleterre a semé de fortes surfaces d'orge de printemps, et les pays scandinaves aujourd'hui profitent de bonnes conditions sur les orges de printemps. Donc ce qu'il faut retenir sur les marchés, si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est que globalement la demande en nouvelle campagne reste difficile à appréhender, et que le marché reste concentré sur la météo, l'état de la plaine et les perspectives de production, que les marchés pour la campagne prochaine resteront fortement influencés par le contexte économique et géopolitique, les cours du pétrole. On voit clairement que la baisse des cours du pétrole a fortement impacté le marché des matières premières agricoles cette année avec la crise du coronavirus, notamment celui du pétrole. Bon, malgré tout, les différentes mesures qui ont été prises par l'OPEP de réduction de production et le déconfinement chez les principaux pays a permis au cours du pétrole de se reprendre, et donc au marché du colza de se reprendre un petit peu, même si le marché du colza aujourd'hui reste quand même fortement pénalisé par le contexte du biodiesel. Il faut savoir que pendant la période de confinement, les gens peuvent rouler, donc il y a une peu de consommation de biodiesel, et donc on a un marché qui reste saturé avec des stocks de biodiesel assez importants. Et la parité euro-dollar peut jouer, elle joue actuellement aujourd'hui sur le prix du blé. Les États-Unis sont fortement touchés par la crise du coronavirus, l'économie américaine est fragilisée, on a un dollar qui baisse, et donc une parité euro-dollar qui monte, et qui, dégrade le prix en euros de nos céréales, et donc a participé à la baisse du cours de blé dernièrement. On a également de fortes inquiétudes sur l'économie des pays importateurs. Quand je parle de pays importateurs, je parle principalement des pays d'Afrique du Nord, dont l'économie est principalement basée soit sur le pétrole, soit sur le tourisme. Et est-ce que ces pays importateurs, l'année prochaine, du moins pour la campagne 2020, seront-ils aussi dynamiques qu'ils ne l'ont été l'année dernière? Car c'est bien la demande l'année dernière qui est venue un petit peu sauver le contexte, notamment du blé français, où on avait une production à plus de 40 millions de tonnes et des prix de blé passé moisson qui avaient fortement chuté. Le contexte géopolitique continuera à jouer, conflit Chine-États-Unis, qu'on en parle depuis un petit moment, qui vient impacter notamment le marché du soja et donc le marché du colza. On a un contexte également assez compliqué entre la Chine et le Canada, donc c'est-à-dire que quand la Chine se fâche avec le Canada, on aurait plus tendance à avoir des canolas qui rentrent en Europe plus facilement, ou du moins un prix du canola qui baisse. Et on a également aussi des tensions entre Chine et Australie, qui pour le coup dernièrement a été plutôt favorable au marché des orges en général, la Chine imposant une taxe à l'importation sur les orges australiennes, et la Chine est venue faire un peu ses courses pour le début de campagne en France, permettant au marché de l'orge de retrouver un petit peu de soutien,
malgré le contexte qui est relativement loin. La météo jouera encore son rôle, hein. Avant de rentrer dans la période dite de pression-moisson, il faudra surveiller les fortes températures en Europe et en mer Noire sur les blés qui sont en fin de cycle. Et il faudra également surveiller les maïs, hein, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des grosses surfaces annoncées aux États-Unis que le potentiel de production est garanti, hein. On sait que les conditions très fragiles des maïs, c'est plutôt au mois de juillet, et que le maïs n'aime pas forcément les fortes chaleurs à cette période-là, donc ce sera surveillé. Voilà, les conditions météo et les perspectives météo pourront toujours amener de la nervosité avant de rentrer dans la période dite de pression-moisson. Un autre élément à avoir en tête, c'est que justement, par rapport à cette pression-moisson, globalement, je pense que elle pourrait être moins importante cette année du fait de la baisse des disponibilités en Europe et également en Russie, notamment dans le sud de la Russie, en début de campagne. Donc voilà, j'ai fini avec vous concernant le petit tour des marchés. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter pour avoir un peu plus d'éléments. À très bientôt.